Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, on se retrouve dans le décor de la dernière vidéo, parce que ça vous a bien plu et que moi je suis à l'aise ici en fait. Pour tout vous expliquer, voilà, c'est le bar sur lequel je prends mon café, donc voilà. Ça me met à l'aise pour pouvoir vous parler de 5 lectures, voilà. Parce que les reviews du mois, on n'en a pas fait depuis octobre 2021. Je vais vous parler de 5 titres que j'ai lus pendant ces 2 mois de pause. La première lecture dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un véritable coup de cœur. C'est une lecture que vraiment j'attendais depuis que ça a été annoncé aux US. Le plot me tentait beaucoup. Évidemment, on a notamment Wayne qui en avait parlé et qui avait l'air plutôt bien accroché. Je parle évidemment de Seven Secrets. Seven Secrets, qu'est-ce que c'est? C'est un titre écrit par Tom Taylor, dessiné par Daniele Di Nicuolo, et puis édité chez Delcourt en France. Au niveau de l'histoire, grosso modo, on a un monde dans lequel les 7 secrets les plus dangereux qui pourraient faire basculer l'ordre mondial sont protégés par l'ordre, une organisation chargée depuis des siècles et des siècles de protéger ces 7 secrets. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils les mettent dans des mallettes. Ces mallettes, elles sont portées par des porteurs. Elles sont baladées, protégées par des porteurs qui eux-mêmes sont protégés par des gardiens, des protecteurs, quoi. Notre personnage principal, c'est lui, Caspar, et il va donc, vous vous en doutez, malgré son jeune âge, rejoindre l'un des duos pour protéger les 7 secrets, et c'est ses aventures à lui qu'on va suivre au moment où les 7 secrets sont le plus en péril. Et comme je vous disais, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Au niveau du scénario, on a Tom Taylor, et Tom Taylor, son gros point fort, donc si jamais vous connaissez pas le monsieur, c'est lui qui a fait notamment les Injustice, les Deceased, etc. Récemment, il a fait également pareil chez Marvel, des mondes où il les crée de toutes pièces, c'est ce qu'on appelle des Elseworlds, c'est vraiment là-dedans où il s'illustre le plus, et j'avais hâte de le retrouver sur de l'indé, et là, c'est bluffant, en un tome, il arrive à nous replacer, à nous créer un monde, à nous placer quand même au moins 12 ou 13 personnages, plus même si on compte les antagonistes. Alors évidemment, c'est plus certain que d'autres, mais on arrive quand même à avoir un vrai monde qui se construit en un tome. On nous fait voyager à travers le monde, on en apprend un peu plus, ça permet de nous teaser la suite aussi. Au niveau du dessin, je vous mettrai quelques planches, mais comme je vous disais, on a Di Nicolo dessus, et son style est assez particulier, je peux comprendre que ça plaise pas forcément, mais moi ça me rappelle un peu le style jeu vidéo qu'on peut retrouver chez Blizzard notamment. Et finalement ça colle bien, parce que c'est un jeu assez important évidemment dans l'équilibre du monde, mais c'est rien qu'un jeu, c'est le jeu du chat et la souris finalement. C'est mis en scène tel quel, et ça marche super bien. Finalement, est-ce qu'il y a des points négatifs? Pas vraiment, honnêtement, comme je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur. Par contre, j'ai quelques réserves, et c'est plutôt des craintes concernant le prochain tome. La fin du tome me laisse présager un univers que j'aime un peu moins que ce qui nous a été présenté jusqu'à présent. Dans tous les cas, je sauterai sur le tome 2. Lisez Seven Secrets, les 7 secrets en français, c'est une pépite. Hey, salut toi, c'est le néophyte du montage. Je t'avais manqué, hein? Hein? Allez, dis-le. Si jamais t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir la chaîne, le meilleur moyen, ça reste de mettre un petit pouce bleu quand tu passes un bon moment, et puis de t'abonner. C'est gratuit, ça met des paillettes dans mon petit cœur de néophyte. Allez, je te fais la bise. Ma deuxième lecture, ça fait 1 an et demi que vous me dites de le lire, parce que je vous ai toujours dit que mon personnage préféré, c'était Spider-Man. S'il y a bien un run culte de Spider-Man, et je pense que c'est presque le plus culte, c'est celui de Straczynski. J'ai acheté ça il y a un moment, sans le lire. Finalement, je me suis décidé à me lancer dedans. Waouh! De toute manière, je vais pas vous mentir, les 5 reviews que je vous fais, c'est 5 bouquins que j'ai vraiment bien aimés. Mais alors Spider-Man, c'était quelque chose. C'est donc écrit par Straczynski, dessiné par John Romita Jr., et c'est un run qui vient placer des bases fondamentales pour le personnage. Si jamais vous avez déjà entendu parler des totems, etc. concernant Spider-Man, c'est là-dedans que ça arrive. L'évolution également du personnage de Tante May, pour pas spoiler, c'est là-dedans que ça se produit. Mais également, et c'est pour moi ce qui a été le plus marquant, et comme pour beaucoup de monde, arrivé en 2001, arrive ce qu'il arrive aux États-Unis, le 11 septembre, et Straczynski et Romita Jr. vont faire un numéro spécial qui est inclus du coup dans cette icône. C'est un numéro vraiment qu'ils font à chaud, tout de suite après les événements. Ils vont décider de ne pas réagir par la violence, etc., mais plutôt par la stupeur. Et ils vont montrer un Spider-Man vraiment impuissant face à tout ça, comme plein de super-héros. Et finalement, ces super-héros qui dessinent depuis des années, ils vont vraiment les mettre au second plan pour faire passer les héros de ce jour-là. Les policiers, les pompiers, les médecins, tout ça.
tous ces gens qui ont été les super-héros du quotidien en fait, et qui ce jour-là ont mis leur vie en péril, certains ont péri, et c'est hyper émouvant parce que moi je suis assez jeune, hein, j'avais 5 ans quand ça s'est produit, mais j'ai moi-même les images en tête, et ça replonge dedans, malgré le fait que j'ai pas vraiment connu ça, en tout cas que j'en avais pas conscience. Donc c'est très très puissant comme numéro. Ça vient vraiment par contre couper le récit. Hein, ça vient en plus juste après un énorme cliffhanger. Là où j'aimais ma petite réserve sur ce Spider-Man, c'est sur le dessin de John Romita Jr. Je sais que certains disent que John Romita Jr., il y a du bon, il y a du moins bon, et que là, il était plutôt dans son côté bon sur Straczynski. Je suis pas vraiment d'accord, je suis pas très fan du trait de Romita, j'ai un peu de mal même. Je vais me forcer, hein, de toute manière, au niveau du dessin, parce que le scénario, vraiment, il rattrape tout ça haut la main, quoi. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent, ça va pas tarder. Mais vous me connaissez, ces 2 mois, il y a eu la sortie d'un truc que j'attendais beaucoup. La 5e intégrale d'Invincible est sortie au mois de janvier. Et j'avais quelques craintes parce que le tome 4 était un peu moins bon. Là, on arrive vraiment sur un arc important. On va voir le jeune Oliver qui va faire ses premiers pas en tant que super-héros. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son papa Omni-Man l'a bien inspiré. Donc, en fait, la vraie question qui va se poser tout le long de ce récit, c'est une question qu'on trouve beaucoup dans le genre super-héroïque, notamment chez Batman. Est-ce que tous les moyens sont bons quand il s'agit de justice? En parallèle, on va voir aussi l'évolution de certains personnages comme Cécile. Et puis, on va avoir évidemment toujours le côté relationnel entre Invincible et Atom Eve, entre d'autres personnages également. Donc tout ça, ça va continuer d'évoluer. Kirkman continue de nous faire évoluer son petit monde. Et putain, quelle claque, c'est toujours trop bien Invincible. Ça tient toujours ses promesses. Évidemment, les dessins de Ryan Ottley sont toujours à la hauteur, toujours incroyables. Au contraire, il devient de meilleur en meilleur. Il devient meilleur, ouais. Il devient meilleur de numéro en numéro. Et ça, c'est toujours trop cool, surtout en termes d'action. Plus c'est sanglant et plus il est à sa place. J'ai juste hâte du prochain numéro. Comptez donc sur moi pour vous faire la review de l'intégrale 6 dans la prochaine review du mois prochain. C'est une promesse. Vous vous rappelez l'offre de l'été? Ouais, alors pas celle qui arrive, pas celle de 2021, celle de 2020, hein, la toute première. C'est quand je commençais les comics. Et il y avait cette offre. Heureusement, pour un néophyte, quel bonheur. Ça m'a permis de découvrir des titres comme Batman Silence. Et il y a un titre que j'ai acheté à ce moment-là, en même temps que Silence et White Knight, et que j'avais toujours pas lu, malgré vos recommandations. Ce titre, c'est Batman, la cour des hiboux. Au scénario, on retrouve, je crois, James Tynion IV et Scott Snyder. Au dessin, c'est Capullo et Albuquerque qui font le taf, et qui font un super taf, on va y revenir. Alors déjà, avant de vous dire ce que j'en ai pensé, sachez que je m'attendais à ne pas aimer. Voilà, parce que je deviens vraiment très chiant sur Batman, et j'ai l'impression de n'aimer que le Batman un peu rétro, le Batman d'année 1, le Batman de Un long Halloween, etc. Et je me disais, du Batman récent, je vais pas aimer. Au niveau du scénario, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben écoutez, a priori Bruce Wayne n'était plus Batman depuis un petit moment, mais il va remettre le masque, il va redevenir le Batman, et il va se lancer à la poursuite d'un nouveau tueur qui a les apparences d'un hibou, donc le prédateur type de la chauve-souris. Donc il va se mettre à poursuivre la cour des hiboux, qui est une institution qui œuvre dans l'ombre de Gotham depuis des siècles. Et surtout, il va en découvrir un peu plus sur l'histoire de Gotham et l'histoire des Wayne. Première chose à dire, et c'est le titre même, j'aime les vilains. J'avais vu le film d'animation, mais heureusement j'en avais pas beaucoup de souvenirs. Et donc c'est vraiment des vilains qui agissent dans l'ombre, hein. On n'a pas vraiment leur visage. Et du coup c'est vraiment des ennemis qui vont mettre à mal Bruce Wayne, Batman, et qui va le pousser dans ses derniers retranchements. Et bordel, ça c'est cool, parce que vraiment le Batman qui subit aucun coup et qui est invincible, c'est bon une minute, hein, mais ça commence vraiment à me gaver. Là on a vraiment un Batman qui se retrouve en danger, alors évidemment qui survit à des trucs auxquels un humain ne survivrait pas. À la rigueur, ça fait partie du personnage maintenant. Mais j'ai bien aimé. En plus, on a des bonnes idées de mise en scène. Notamment, je me rappelle un moment où le personnage est drogué et il faut tourner les pages. Et surtout, la manière dont c'est raconté, ça me fait un peu penser à vraiment des detective stories très, très cultes. J'ai retrouvé du trait de Conan Doyle dans ses Sherlock, dans la manière où il nous explique à quel point il en avance sur nous dans la résolution du mystère. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que vraiment ça me rappelle que Batman est un détective avant tout. On va revenir sur les quelques points négatifs, évidemment, parce qu'il y en a. Points négatifs, évidemment, au niveau de l'édition,
Alors c'est un énorme rapport qualité-prix, probablement que j'aurais jamais lu La Cour des hiboux si ça n'existait pas dans ce format-là, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Évidemment que c'est pas une édition qui rend honneur aux couleurs, qui rend honneur au travail du dessin, etc., qui pourtant est formidable. Bon, ça permet quand même de découvrir le truc, quoi. Depuis quelques temps maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un auteur qui arrivait plutôt bien à me parler. Cet auteur, c'est Mark Millar. Ne fuyez pas, je sais. Je sais que tout le monde n'aime pas Mark Millar. Vous m'avez beaucoup conseillé Magic Order. C'est quelque chose que j'ai pris directement en allant à Lyon pendant nos escapades. Qu'est-ce que j'aime chez Mark Millar? On en a parlé en live récemment et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vous le savez, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, ma passion avant tout, moi, c'est le cinéma. Avant les comics, avant n'importe quoi. Et bah Mark Millar, il écrit pour le cinéma. Moi, c'est quelque chose qui me parle, du coup. C'est une manière de narrer, une manière d'avancer, un rythme de lecture qui est compatible avec le cinéma et qui est du coup est hyper compatible avec mes goûts. Alors évidemment, il y a du bon, il y a du moins bon, mais en réalité, je suis jamais déçu par Mark Millar. Alors c'est pas des coups de cœur, ça rentre jamais dans mon top lecture, tu vois. Mais ça arrive toujours, tu vois, c'est un petit 7 sur 10. Tu vois le petit 7 sur 10 quand t'étais au collège et que t'avais un 7 sur 10? Tu peux pas être énervé d'avoir un 7 sur 10, mais t'es pas content d'avoir un 7 sur 10, tu vois. t'es middle. Bah c'est un peu ça, hein, Mark Millar. Alors Magic Order, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est écrit par Mark Millar, dessiné par Olivier Coipel, hein, Cocorico, un des meilleurs dessinateurs français. Il est trop fort, Olivier Coipel, donc j'étais très content de le retrouver sur ce titre. Alors qu'est-ce que nous raconte Magic Order? Et ben, Magic Order, c'est l'histoire du cercle des magiciens, c'est une organisation qui lutte contre les forces du mal. Et un jour, c'est l'un des magiciens qui se retrouve assassiné par un autre magicien, et dans ce cas-là, eh ben, l'équilibre des forces n'est plus du tout respecté, et ça va mettre en danger le monde entier. Donc voilà, petite enquête, une petite enquête s'impose à la Watchmen, beaucoup disent ça, il y a du vrai là-dedans. Au niveau des points positifs, on a une œuvre ici qui est mature, qui est violente, comme sait le faire Mark Millar. Ça se prête au jeu d'aller un peu plus loin que Jupiter's Legacy dans la violence, dans le côté vraiment mature, et ça peut être un peu choquant. Au niveau du rythme, je vous l'ai dit, on a plutôt un rythme cinématographique, c'est-à-dire que là, ça prend pas du tout son temps, et malgré le fait qu'on ait des dessins vraiment splendides d'Olivier Coipel, on prend pas vraiment le temps de les apprécier, tellement l'histoire va vite, quoi. Finalement, ce qui ressort de Magic Order, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est au niveau de l'ambiance, une ambiance vraiment malsaine, notamment les antagonistes qui sont vraiment flippants, et ça, on le doit en grande partie à Olivier Coipel, évidemment, parce qu'il arrive vraiment à nous donner une ambiance dans laquelle on est plongé à 100%. Moi, les dessins d'Olivier Coipel, vraiment, je trouve ça vraiment fabuleux. Et du coup, je trouve vraiment qu'Olivier Coipel et Mark Millar, c'est un duo qui fonctionne parfaitement, parce qu'on a à la fois un scénario qui est percutant, des dialogues qui sont naturels, et puis en même temps ce dessin qui te plonge dans l'ambiance. Mark Millar a une capacité à faire des récits cool que j'adore, mais par contre au niveau de la résolution, c'est jamais trop ça quand même. On a plusieurs trucs qui me chiffonnent. Une qui semble pas très logique dans la résolution, et la deuxième qui relève carrément du Deus Ex. Donc... Et bien voilà, c'est tout pour ces 5 reviews du mois. J'espère que ça vous a plu de me retrouver sur ce format-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater des reviews et des différents lives, etc. que je peux faire, parce qu'on ne fait pas que des vidéos sur cette chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, c'est le principal. Ciao tout le monde.